Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité sur le Nouveau Manager TV, votre rendez-vous qui reçoit pour vous des personnes inspirantes dans le domaine entrepreneurial et également dans plusieurs d'autres secteurs. Et aujourd'hui, nous allons vous amener à découvrir un expert. Il a pour nom Cyril Olivier Akpi. Il est expert en développement, en stratégie de développement marketing et commercial. Il totalise plus de 24 ans d'expérience dans son secteur. Il a pu parcourir également plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur Akpi, bonsoir et bienvenue sur le Nouveau Manager TV, sur l'invité. Bonsoir, cher ami. Merci de m'accueillir chez vous. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est vrai que avant de pouvoir entrer dans le vif de notre discussion, je voudrais quand même que vous nous dites d'abord quel est le poste que vous occupez actuellement en tant qu'expert en stratégie de développement marketing et commercial. Je dirais que expert, c'est trop dire. En toute modestie, je suis actuellement le directeur commercial et marketing de la SCB Lafarge, donc, qui est une société de cimenterie. J'y suis depuis 2 ans et nous faisons de très belles aventures ensemble. D'accord. Alors, parlez-nous plus amplement de votre parcours professionnel en tant que directeur ou en tant qu'expert, même si vous fuyez le mot. On ne parlerait pas de fuite, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai un parcours, on va dire, assez atypique. Assez atypique en ce sens que j'aime souvent résumer mon parcours en disant que Cyril Akpi, c'est 24 années d'expérience professionnelle dans 13 pays à travers l'Afrique, 10 sociétés dans lesquelles j'ai travaillé et dans 6 industries complètement différentes les unes des autres. Donc, en 24 années, j'ai eu, comme on dit, à traîner mes bottes, mais à être confronté à beaucoup de réalités, beaucoup de difficultés, beaucoup de défis et que nous avons pu, avec les équipes, surmonter, et donc qui sont des situations qui nous ont forgés, qui nous ont donné quand même, on va dire, des acquis sur lesquels nous nous reposons pour affronter de nouveaux défis. Comme on dit, on ne sait jamais d'apprendre dans la vie. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs activités dans lesquelles vous avez travaillé en tant que professionnel. Alors, dites-nous quelle est l'expérience professionnelle qui vous a le plus marqué? Alors, c'est une question qui me rappelle quelque chose. Vous savez, il est très difficile de retenir une seule chose, surtout lorsque vous avez été marqué par beaucoup de choses. Toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, j'ai été marqué par des prouesses que nous avons réalisées. Donc, de là dit que c'est celle-ci qui a le plus marqué. Ça va être très difficile parce que lorsque vous tombez dans une entreprise dans laquelle il y a un produit au niveau international que le groupe décide de soustraire du portefeuille, mais que vous prenez le pari de relancer ce produit-là au Bénin, je remonte, je parle de 2006, vous prenez le pari de le lancer au Bénin et que ce produit en 3 mois fait des prouesses, qu'on vous confie d'aller faire ce lancement au Togo et au Niger, et qu'en l'espace de 9 mois, vous avez tout le mérite, Oui. Et que le groupe à l'international décide de ramener ce produit qui devait être enlevé du portefeuille, de le ramener et de le mettre maintenant dans d'autres pays. On vous appelle sur la Côte d'Ivoire, on vous appelle sur le Mali, on vous appelle sur le Sénégal pour aller procéder au lancement de ces produits là-bas. Il y a également un sentiment de fierté. Donc, dans le secteur du tabac, c'est une aventure que nous avons connue avec Craven A, avec un concept qu'on a appelé un monde à part qui a eu son petit bonhomme de chemin. Oui. Mais il y en a tellement, j'en ai tellement parce que je me rappelle quand je reviens dans les télécoms pour la toute première fois, nous parlions là de 2010, pendant la période d'essai. Vous savez, dans toute entreprise, vous venez, vous faites la période d'essai. Oui. Et donc, pendant la période d'essai, on prend un pari de lancer une offre pour laquelle même au niveau du groupe, la directrice marketing group n'était pas très convaincue. Et donc, beaucoup pensaient que c'était très risqué ce que nous allions faire. Mais qu'on arrive à convaincre le directeur général, je n'étais même pas encore directeur marketing en ce temps que, comme on dit en anglais, that's the way to go. C'est-à-dire, c'est ça il faut faire. Et quand on est dos au mur, on n'a plus peur d'avancer. Oui, j'ai pour habitude de dire souvent que, nous le connaissons tous, Cabri mort,
n'a plus peur de Et il n'a couteau. plus peur de couteau. Oui. Donc, c'était un pari, beaucoup n'y croyaient pas, et c'était en période d'essai, on venait pratiquement vers la fin. Et bien, on me dit, bah, écoute, si ça ne marche pas, tu risques de prendre la porte. Et je dis, il n'y a pas de problème. Vous prenez le risque. Je prends le risque parce que je préfère dire demain, j'ai essayé et je sais pourquoi ça n'a pas marché. Plutôt que, oh, zut, j'aurais pu essayer. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous l'avons fait. Des concurrents nous ont suivis. Au bout d'une semaine, ils ont rebroussé chemin. Mais en l'espace d'un mois, nous avons quintuplé nos résultats. Nous avons connu une des progressions les plus fulgurantes sur le marché. Pour moi, c'est une source de fierté. Donc, quand on parle des choses qui vous ont marqué, Il y en a tellement. Les histoires sont légion. Je viens dans une entreprise dans laquelle, sur 14 pays, ça aussi c'était dans les télécoms, sur 14 pays, notre pays était quasiment relégué à l'avant-dernier rang. On était deuxième pour 2 opérateurs sur le marché, avec des performances en deçà de niveau. On prend le pari d'agir sur des leviers de croissance. Et sur ces leviers de croissance, en première année, nous devenons leader du marché avec une croissance de chiffre d'affaires de plus de 35%. Juste la première année. Et mieux encore, nous avons été classés numéro 1 sur les 14 pays, devant le Nigeria, devant la Tanzanie, devant le Kenya, devant le Malawi, qui était sur le segment de produits Internet, l'un des marchés ou les marchés qui étaient un peu, on ne va pas dire donneurs de leçons, mais qui connaissaient des ascensions fulgurantes. Mais nous sommes venus, nous avons transformé le marché. Et donc, pour moi, il y en a tellement parce que à chaque contexte, ce qui a été réalisé et ce qu'on a acquis. Donc, oui, j'ai des fiertés, j'ai des éléments sur lesquels nous pouvons dire, OK, nous avons, comme on le dit, fait le job et nous en sommes fiers. Et je garde à l'esprit que quand au Tchad, on était passé numéro 1 sur les 14 pays, les gens ne s'en revenaient pas. Ils pensaient que c'était un accident de parcours. Mais les 2 années que j'ai faites dans cette société, nous avons fait ce qu'on appelle back-to-back. C'est-à-dire que nous avons gagné ce prix la première année. La deuxième année, le Tchad a encore gagné ce même prix. Bon, après ça, je suis obligé de démissionner pour garder la bonne histoire. Ah oui. Parce que on risque de descendre, donc j'ai préféré laisser les choses telles qu'elles sont et pour venir prendre des expériences ailleurs. Alors, vous avez parlé par exemple de plusieurs secteurs. On a parlé tantôt du secteur du tabac, on a parlé des GSM également. Et à l'entame de notre émission, vous nous avez parlé du ciment, le secteur de la cimenterie dans lequel vous travaillez actuellement. Alors, je vais vous demander quelle est la spécificité au niveau de chaque secteur, par exemple, dans lesquels vous avez travaillé, puisque ça fait différents secteurs. Hein. C'est une très belle question, je vous remercie déjà. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a, dans le métier commercial, il y a un élément qui est commun à tous les secteurs. C'est ce que nous appelons le marché. Nous devons adresser un besoin. Oui. Ça, il est commun. Mais ces besoins ne sont pas les mêmes. Et parce que ces besoins ne sont pas les mêmes, ces besoins s'adressent à des individus. À des cibles. Exactement. J'en venais au mot, la cible. Et c'est souvent là où beaucoup se trompent, parce qu'il y a ce que nous appelons le cœur de cible. Je prends l'exemple du secteur du tabac. Il y a un acronyme dans le secteur du tabac qu'on appelle, en anglais, on appelle ASU30, c'est-à-dire quoi? ASU 30. Donc ASU veut dire Adult Smokers Under 30 Years, c'est-à-dire que on veut s'adresser à des personnes adultes, donc pas à des enfants. Donc quand on parle de l'âge adulte, c'est à partir de 18 ans. Dans certains pays, je remonte à 2007-2008 au Togo, c'était encore 21 ans. Donc ce n'est pas le même âge adulte d'un pays à un autre. Mais nous voulons parler à des personnes adultes. Notre cœur de cible, ce sont des personnes adultes, mais de moins de 30 ans. Donc vous avez vu que tout le monde va fumer, tout le monde va consommer, mais notre cœur de cible demeure ceux-là. Et donc nous devons chercher à les connaître
Pour pouvoir satisfaire un client, il faut le connaître. Oui. Il faut connaître ses besoins, ses mobiles d'achat. Donc, qu'est-ce qui le motive à acheter et ses freins. Tout à l'heure, vous allez voir, toute personne, nous avons des atouts, nous avons des défauts. Oui. Nous avons des qualités, nous avons des défauts. Donc, c'est la même chose. Quels sont les atouts, quels sont les mobiles d'achat et quels sont les freins d'achat. Donc, tous ces éléments constituent ce qu'il faut savoir et qui font la différence sur chaque industrie. Maintenant, à l'intérieur de l'industrie, il y a le produit en lui-même. Parce que le produit permet de profiler celui qui va aller acheter. La cigarette se vend quoi? 25 francs, 30 francs. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'un paquet de ciment, ce n'est pas tout le monde qui l'achète. Non, pas du vous voyez? tout. Et c'est pareil également dans le secteur des télécoms. Dans le secteur des télécoms, le raisonnement est complètement tout autre. Nous regardons deux choses dans ce secteur-là. On regarde ce que nous appelons communément les high value customers, c'est-à-dire les clients qui apportent plus de valeur. Et ceux-là, ils sont très exigeants. Ceux-là, ils seront très exigeants sur la qualité du service que vous leur offrez. Peut-être des entreprises. Ouais, exactement. Ou même des individus. Mais parce qu'ils savent qu'ils mettent suffisamment, donc ils veulent qu'on les traite à cette hauteur-là. Mais il y a également la cible jeune, donc qui est portée sur la modernité, qui est portée sur le digital, qui est portée sur tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, il faut adresser ces besoins-là. Ce qui fait la différence, en résumé, c'est la cible et le produit. À qui je m'adresse, avec quel produit je vais. Et ce produit-là, mieux je le connais, je suis à même de toiletter le produit, d'aménager le produit et de lui rendre ce produit-là, ou ce service, puisqu'on parle des produits comme des services qui répondent à leurs besoins. Alors, quand on vous voit développer tout ce raisonnement, on sent déjà que vous avez un style de management propre à vous et qui vous permet quand même de pouvoir grandir au fil du temps malgré la diversité des entreprises que vous avez parcourues. Alors, dites-nous, quel est votre style de management? En termes de style de management, je pense que sur les échanges que j'ai eus avec beaucoup de mes collaborateurs à travers les pays, je suis de nature, on va dire, un peu dans le coaching. Donc, tout ce que je fais avec mes collaborateurs, j'ai toujours un exemple. J'ai toujours un exemple parce que j'ai toujours un vécu quelque part, j'ai toujours une situation pour dire, mais quand on fait comme ça, est-ce que... Donc, du coup, mon style de management, c'est beaucoup plus ancré dans une approche de coaching, dans tout ce que nous faisons. Mais derrière ça, il y a également de la responsabilisation qu'il faut faire aux équipes pour qu'ils se sentent assez autonomes et qu'ils participent. Donc, je ne suis pas de ce genre de manager qui dit forcément ce qu'il faut faire ou qui dit, bon, écoutez, faites comme vous voulez, mais c'est leur montrer, voilà, si nous faisons comme ceci, comme cela, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si nous faisons comme ceci, cela peut amener à tel résultat. Maintenant, comment est-ce que vous voyez la faisabilité? De telle sorte que les gens aussi, après avoir pris la décision, qu'ils s'engagent. Parce que c'est souvent ça. Très peu, je l'ai remarqué, beaucoup n'aiment pas s'engager parce que bon, c'est le patron qui a dit ou c'est ce qu'on va faire, alors qu'à la réalité, la même décision peut être exécutée dans un même contexte, mais avoir des résultats différents. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres éléments tout autour qui partent même de la volonté de celui qui veut faire. Donc, c'est pour cela que je mise beaucoup plus sur le coaching, mais à travers cela, que les personnes également soient assez responsables. Alors, dites-nous, il y a également des exemples de défis que vous avez rencontrés par rapport à votre équipe, les équipes que vous avez eu à gérer pendant tout ce temps. Alors, dites-nous, pour vous, quel est l'élément clé, d'accord, pour pouvoir motiver une équipe, pour pouvoir les pousser à réaliser quand même les objectifs que vous êtes déterminés à faire? C'est une très belle question. Ça m'emmène à 2-3 exemples, mais je vais essayer de résumer. Si quelqu'un vous dit qu'il est facile de gérer les hommes, c'est qu'il n'a jamais géré des hommes. Si quelqu'un vous dit qu'il est facile de gérer des hommes, c'est qu'il n'a jamais géré des hommes. Parce que la même personne avec laquelle vous avez une approche aujourd'hui, vous adoptez la même approche le lendemain, cette personne vous montre un visage complètement différent. Pourquoi? Parce que
Il y a ses réalités, il y a son vécu à lui. Il est face à des situations qui font que les mêmes choses que vous lui faisiez hier ne lui répondent plus aujourd'hui. Donc, pour moi, le plus important dans le système managérial, c'est d'arriver, premièrement, à bien observer ses collaborateurs. C'est la première des choses, Oui. ouais. Je ne citerai pas de nom, mais je connais un de mes collaborateurs qui, une fois, je connais sa qualité de rendu. Et comme par hasard, j'ai vu qu'il ne faisait plus très attention aux détails parce que quand il m'envoie un document, je passe, on va dire quoi, 10, 15 minutes maximum dessus pour finir. Mais là, je dois tout reprendre, une fois, deux fois. Après, je l'ai appelé à la sortie, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, ça ne va pas. Tu dois avoir des problèmes personnels. Il baisse la tête, ouais, il avait des problèmes familiaux. Ça impactait directement son travail. Clairement. Donc, je l'ai rassuré, j'ai dit, OK, ça me donne, moi, je sais, parce que tu as des problèmes, je sais comment être exigeant avec toi, je sais ce qu'il ne faut plus trop te demander, parce que je sais que tu traverses une situation, et donc, de temps en temps, je peux être une oreille attentive à toi. Ça va vous étonner, en l'espace de 2 semaines, il a changé. Il a changé. Oui. Donc, ça part de l'observation de la personne que vous avez. De l'écoute également. Vous devez être très attentif de l'observer, de l'écouter et de l'accompagner. Alors, on parle de marché. Hein. Comment est-ce que vous analysez, vous en tant qu'expert en stratégie de développement marketing et commercial, comment est-ce que vous analysez souvent le marché? Vous savez, le marché, je n'ai pas mentionné cela, mais dans les industries dans lesquelles je suis passé dans le secteur des études de marché. Donc, j'étais au Nigeria, je travaillais chez RMS, qui est Research and Marketing Services, qui en temps est devenu TNS. TNS est le numéro 2 mondial en matière d'études de marché. J'ai été membre affilié du NIMRA. NIMRA, c'est Nigerian Market Research Association, donc l'association des cabinets d'études de marché du Nigeria. Donc, en matière d'études de marché, c'est des choses, on va dire, qui font partie de l'ADN du commercial ou du manager que je suis. Je peux le dire. Et puis, c'est ça qui vous permet en réalité de pouvoir saisir les opportunités. Oui, en termes d'analyse. Oui, en termes d'analyse, parce que quand vous faites les études, vous analysez des données, vous analysez, des données, parce que tout ce qu'on vous dit, c'est une donnée, elle peut être une donnée qualitative comme une donnée quantitative. Mais ce que je veux dire, c'est que le retour marché est important en ce sens que l'une des choses qu'il faut veiller, c'est l'observation. Malheureusement, très peu de personnes observent. Pour moi, la clé, c'est dans l'observation. J'aime bien un passage qui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Parce que beaucoup voient, mais très peu observent. Ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous observons. C'est vrai. Parce que nous ne passons pas du temps à analyser ce que nous voyons. Pour créer l'avion, on a dû voir un oiseau. C'est comme ça. Qu'est-ce que nous voyons? Donc, ce que nous voyons détermine ce que nous observons et analysant ces données-là, nous pouvons apporter quelque chose. La deuxième, c'est l'écoute du marché. Bon, tu vois, tu observes et tu écoutes. Pour écouter, il faut poser des questions. Parce que écouter, c'est être attentif à ce qu'on va vous dire. Donc, il faut être capable d'écouter, de recevoir. Donc, l'écoute peut passer par les études de marché. Ça peut passer par les études qui sont menées, l'analyse des données, mais à la fin de la journée, il faut être porté par une seule ambition. Et c'est comme ça que moi, je me définis. Cette ambition, c'est quel problème je dois résoudre. Alors, selon vous, est-ce que les chiffres, puisqu'on parle de données, vous avez parlé des données quantitatives, des données qualitatives également. Alors, lorsqu'on parle de chiffres, par exemple, est-ce que les chiffres traduisent toujours la performance réelle d'une équipe? Je suis de ceux qui, en termes de management, sont orientés vers le management résultat. Parce que je pars du postulat que les chiffres parlent mieux que tout autre.
Et bon, pour être resté dans les études de marché, pour n'avoir travaillé que dans la stratégie, vous comprenez que aisément les chiffres racontent une histoire. La question est, comment est-ce que tu décodes l'histoire que les chiffres racontent? Parce que les chiffres peuvent être là et tu n'arrives pas à les relier. Donc, oui, pour partir de façon terre à terre, une vendeuse de pain, elle laisse 20 pains à sa nounou ou à la petite vendeuse, elle s'en va. Quand elle revient, elle veut constater combien de pains il reste. Forcément. C'est des chiffres. Oui. Elle a laissé 20 pains. Oui. C'est des chiffres. Il reste 5 pains. Ça veut dire que 15 ont partis. été vendus. Oui. Donc elle s'attend à quoi? À de l'argent. retour. C'est de la performance. C'est aussi simple que ça. Après, on peut transposer ça dans un cadre macro, mais cela demeure de la performance. Comme on le dit, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Oui. C'est les résultats. La fin justifie les moyens. On a beau tout dire, on a beau faire toutes les théories que nous voulons, quel est le résultat final? Alors, comment gérez-vous alors les relations avec les clients et également avec les partenaires commerciaux? Tout à l'heure, je vous disais que l'une des façons pour nous de faire les analyses du marché, oui. c'est d'observer, mais également être à l'écoute. Oui. Donc, vous comprenez très bien que s'il faut entretenir une relation avec nos clients, c'est vraiment d'être à leur écoute. Oui. C'est de multiplier ce que nous appelons les visites auprès de nos clients, d'avoir des plateformes sur lesquelles nous arrivons à échanger, parce que plus nous échangeons, mieux nous apprenons à nous connaître. Je suis de ceux-là qui pensent, à raison d'ailleurs, qu'on dit que c'est lorsqu'on se rapproche de la poule oui. qu'on se rend compte qu'elle a peut-être des oreilles oui. ou bien qu'elle a de la sueur sur le corps. Donc, à distance, on n'apprécie pas. Donc, et c'est des échanges que jaillit la lumière. Donc, plus nous avons des plateformes chez nous qui nous permettent de pouvoir entretenir avec une certaine régularité les rencontres avec nos clients. Mais le fondamental, c'est être présent. Et vous savez, en Afrique, la chaleur humaine compte beaucoup. Oui. On a beau tout dire, j'aime souvent l'exemple des télécoms. Moi, je me rappelle à une certaine époque, puisque j'étais dans des groupes internationaux, on voyait la contribution des données Internet dans le chiffre d'affaires et beaucoup prédisaient que voilà, d'ici 2015 ou plus tard 2020, la voix ne va même pas faire le tiers du chiffre d'affaires des télécoms, mais jusqu'aujourd'hui, c'est plus de 65%. Pourquoi? Parce que nous aimons bavarder. Nous aimons nous parler en Afrique. C'est ça. L'art est encore oratoire en Afrique. Donc, du coup, si nous ne nous parlons pas, nous n'allons pas à nous comprendre. Et on ne peut pas se parler à distance. On est obligé de trouver les moyens par lesquels on apprend à se côtoyer. Donc, sur le volet de la relation clientèle, nous avons des plateformes qui nous permettent d'entretenir cela. Nous avons également des plateformes digitales qui nous permettent d'entretenir cela. Mais nous misons beaucoup plus sur ce relationnel-là. Alors, en vous écoutant, je vous vois en tant que coach, en tant qu'également manager dans le domaine professionnel, tel que vous le faites si bien, tel que vous le démontrez si bien sur ce plateau. Alors, quels conseils pourrez-vous donner aux jeunes professionnels qui aspirent à devenir comme vous? Oh, aspirer à devenir comme moi, je dirais qu'ils sont ou même mieux que voilà, vous. Je dirais qu'ils sont pas ambitieux parce que moi, j'aspire à plus. Il faut qu'ils aspirent à bien plus. J'ai pour habitude de dire que sky is the limit. Je pars de ce postulat. C'est pour ça je n'ai jamais eu peur d'affronter les défis. Pourquoi? Parce que, je le dis souvent, je n'échoue jamais. Soit je réussis ou j'apprends. Donc, si j'ai un secret à leur donner, ne vous donnez pas de limites. Ne vous limitez pas à votre environnement immédiat. Parce que c'est lorsque vous levez la tête que vous voyez que vous êtes au-dessus des autres. Donc, si vous ne levez jamais la tête, vous allez toujours rester là. Donc, il faut rêver grand pour réaliser grand. Il faut se dire la chose est possible. N'acceptez jamais le impossible. N'acceptez jamais c'est ce qu'on fait. Je vous assure. Je suis venu, j'ai vu des réalités, on dit c'est comme ça on fait. Je dis pourquoi on le fait? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le faire? La remise en cause doit être permanente. Quel que soit ton niveau professionnel, ton cursus, ton parcours, la remise en cause doit être permanente. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est se remettre en cause au quotidien. Tu fais un travail aujourd'hui, revois ton travail pour te demander est-ce que je ne peux pas mieux le faire? Parce que c'est comme ça qu'on progresse. On dit que l'amélioration est
continue. Oui. Donc, pour progresser, il faut remettre en cause ce que tu fais. Il faut être très ambitieux. Il faut te dire que sky is the limit. C'est ça. Monsieur Cyril Olivier Akpi, merci d'être resté avec nous tout au long de cette émission. Nous nous tendons vers la fin et je voudrais quand même que vous partagez avec nous si éventuellement vous avez peut-être des projets en vue et profitez également pour nous donner votre mot de fin. Déjà, je voulais vous remercier pour m'avoir invité, partager quelques moments avec vous. Et comme je l'ai dit à l'entame, votre émission, je lui souhaite plein succès. En termes de projets, je dirais que j'ai des projets, on va dire, professionnels comme des projets personnels, mais qui s'inscrivent plus dans la dimension du partage. Donc, comment partager avec le maximum de personnes les petites expériences que nous avons acquises et aider les gens à relever les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Donc, c'est ce que je peux vous dire là sur mes projets. Le reste demeure des projets, on va dire, personnels. Mon mot de fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous remercie de m'avoir invité. Je souhaite plein succès à votre émission L'Invité et je parie et je prends ce pari que votre émission va devenir un flambeau pour beaucoup d'autres, où vous recevrez encore beaucoup plus de profils et qui vont inspirer plus de personnes, parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons que d'autres soient inspirés à faire mieux. Et j'ai l'habitude de dire, le plus important, ce n'est pas de vivre longtemps, mais c'est de marquer son existence. On peut faire 3 ans, on peut faire 10 ans, on peut faire 50 ans, mais on peut n'avoir rien apporté, comme on peut avoir marqué son temps. Et je souhaite à l'invité de marquer son temps, et comme à nous tous d'ailleurs. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup à vous, Monsieur Cyril Akpi. Merci pour cet échange qui était très riche, qui nous a permis également à nous et également à vous d'avoir quand même profité de ces moments de coaching avec lui et nous lui souhaitons également plein succès. Et à vous téléspectateurs également, merci de nous avoir suivis depuis votre position et portez-vous bien. C'était l'invité sur le Nouveau Manager TV. À bientôt.